Bonjour, merci pour l'invitation. Et un sujet, vous allez voir, c'est un sujet qui est assez intéressant, mais qui est un petit peu décevant en termes de biblio pour l'instant. Donc j'espère que ça va motiver les gens à faire des... Pardon. Ah, ça lag. Petite introduction, histoire d'avoir de quoi on va parler. Donc la physiologie, je suis pas sûr qu'il y ait que des grands néonatologistes dans la pièce. Donc je voulais vous faire un petit rappel sur l'HTAP néonatal. Donc vous savez qu'au niveau de la naissance, il y a ce qu'on appelle la phase transitionnelle avec une inversion des régimes de pression. Le fœtus a une hypertension pulmonaire, on va dire, physiologique. Et au moment de la naissance, les pressions vont s'inverser avec une majoration des pressions de la voie gauche et une décroissance des pressions de la voie droite pour passer dans un régime de circulation en parallèle. Alors ça rend... Donc ça, c'est votre première partie. Et dans la phase fœtale, quasiment aucun débit sanguin va passer par les poumons. C'est très vasoconstricté, les poumons sont remplis d'eau, donc rien ne passe par le poumon. Quand tout va bien, l'oxygène, l'enfant va crier, l'oxygène rentre dans les poumons, il évacue le liquide qui est dans les poumons, vasodilatation massive de la circulation pulmonaire, appel de sang, oxygénation massive de la voie pulmonaire, fermeture des chantes. Et on va normalement, si tout se passe bien, passer dans une circulation néonatale avec un régime de pression à peu près similaire à celui que nous avons. Dans les jours qui suivent la naissance, il y a une persistance de shunt, et on va y revenir dans les diapositives d'après parce qu'elles sont importantes à analyser. Il y a globalement 3 shunts néonataux, mais surtout 2 qu'on va utiliser. Le canal artériel qui est appelé aussi ductus arteriosus, le foramen ovale, et puis on a le canal d'Arensus, mais qui se ferme très vite, qu'on utilise très peu pour l'évaluation hémodynamique. Et la chose importante, c'est que... oui, ça ne sert à rien si je monte là-bas, pardon. Tout grain de sable au moment de la naissance, de l'accouchement, c'est peut être une infection, un problème obstétrical, une malformation, tout grain de sable va faire rater la transition et votre nouveau-né va naître avec une hypertension artérielle pulmonaire qui va être réfractaire ou pas. Et le dernier message de cette diapo d'introduction, c'est que contrairement à l'adulte, il y a quasiment jamais, il ne faut jamais dire jamais, mais là pour le coup, il n'y a quasiment jamais de défaillance primitive du ventricule droit du nouveau-né. Donc c'est souvent une conséquence de l'hyperpression pulmonaire. Alors, quelles sont les étiologies? Pour ceux qui travaillent en néonat, il y a beaucoup d'étiologies. J'ai trouvé ce papier. Si vous êtes intéressé par le sujet, le papier de Sankaran en 2022, là, ils ont fait une belle revue sur les étiologies, les traitements, les pronostics. Et donc, ils classent ça en 4 sous-types. Les étiologies congénitales qui sont principalement représentées par les mutations génétiques. Alors, je ne vous les ai pas toutes citées, hein, mais les mutations en TBX4, les CRH binding protein et récepteur protéines. Vous avez tout ce qu'on appelle maladaptation, c'est le fameux grain de sable, c'est-à-dire que les inhalations méconiales, le choc septique néonatal, le retard de résorption qui n'a pas été pris en charge de façon optimale. Vous avez ce qu'on appelle le mal ou les sous-développements de la circulation pulmonaire, et dans ces groupes-là, je vous ai choisi l'ahernie coupole-diaphragmatique. On va y revenir, la majorité des publications dont je vais vous parler sont basées sur l'ahernie de coupole, et tout ce qui est dysplasie alvéolo-capillaire, avec ou sans les alignements des veines. Et enfin, le dernier sous-groupe pas complètement oublié, c'est les facteurs extérieurs. L'hypothermie à visée neuroprotectrice, il faut savoir que ça va altérer la circulation, enfin les pressions pulmonaires, les maintenir élevées, et l'hyperviscosité sanguine aussi. Promis, après on parle du sujet. Alors, est-ce qu'on fait de l'ECMO dans ce sujet? Bien évidemment que oui. L'HTAP néonatal et l'ECMO, ça fait partie des premières indications historiquement. Il y avait le choc septique, puis les HTAP néonatales. Je vous ai choisi, alors c'est pas la plus récente, mais finalement les données sont les mêmes. Hein. C'est une étude de l'ESSO, bien évidemment. C'est un pronostic qui est plutôt pas mal, 80% de survie sur les HTAP néonatales sous ECMO. 59% de patients qui vont être mis en ECMO véno-artériel, vous verrez pourquoi je parle de ce chiffre. Mais finalement, si on regarde bien dans le papier, en fait, la survie, elle dépend surtout de l'étiologie initiale. Si vous avez une dysplasie alvéolo-capillaire, vous pouvez être brillant en ECMO et éviter toutes les complications. De toute façon, votre patient ne peut pas survivre. La survie dépend aussi, malheureusement, des complications de la circulation extracorporelle. Et enfin, parce que ça, je vais en reparler en conclusion, quel ECMO il faut mettre sur un HTAP néonatal? Ça me fait loucher, excusez-moi. Une ECMO véno-artérielle, ça serait la partie simple, la solution facile. On supporte cardio-pulmonaire. Ça va prendre en charge votre dysfonction du ventricule gauche s'il y en a une.
Le problème, alors je suis arrivé un petit peu en retard, mais ça va être le management du canal artériel. Hein. Est-ce qu'il faut le fermer? Est-ce qu'il faut le maintenir ouvert? Est-ce qu'il faut arrêter les traitements anti-HTAP pour éviter les shunts massifs et les hémorragies alvéolaires? Donc ça reste encore débattu. L'ECMO véno-artériel, c'est génial, mais ça va masquer votre HTAP, vous allez tout décharger. Donc à évaluer après, ça va être compliqué. L'autre solution, c'est de lui mettre une ECMO véno-veineuse, support pulmonaire pur. Là, ça va être plus simple, entre guillemets, d'évaluer vos shunts, vos pressions pulmonaires, votre fonction ventriculaire droite, votre fonction ventriculaire gauche. Vous n'aurez pas trop besoin de jouer sur le débit d'ECMO. Physiologiquement, il ne faut pas oublier que le meilleur vasodilatateur, ça reste l'oxygène. Donc, l'avantage de l'ECMO véno-veineuse, c'est que vous allez avoir un afflux massif d'oxygène dans l'oreillette droite. Et la problématique de l'ECMO véno-veineuse en néonatal, ça va être la pause, c'est que les vaisseaux sont petits, donc on peut parfois ne pas y arriver, on en reparlait juste à la pause. Je suis passé un peu trop vite. Et c'est faisable, l'ECMO véno-veineuse. Il y a 2 papiers intéressants, pareil, je vous ai mis la référence en bas. Le premier que vous avez tous probablement lu, c'est Lilly et al., c'est un Anglais, qui a publié une série d'une dizaine ou 12 patients moins de 10 kg cannulés en véno-veineux avec un suivi en fait des thromboses, des complications de différence de taille de jambe sans aucune différence. Et un peu plus récent, par le nom que je ne prononcerai pas parce que c'est impossible à dire, c'est les Allemands sur les hernies diaphragmatiques. Pareil, c'est que des cannulations véno-veineuses, à la différence que dans ce papier-là, il y a des avalons. Donc, c'est des véno-veineuses, mais il n'y a pas de cannulation de la veine fémorale. C'est là où ça se complexifie un peu. Quand j'ai vu le sujet, j'ai un peu blémi. Comment est-ce qu'on évalue la fonction ventriculaire droite et les pressions pulmonaires droites? Moi, je dis, c'est pas compliqué, c'est un TAPS, un canal et éventuellement une fuite tricuspide. Puis quand on commence à regarder les papiers, il y a beaucoup de choses. Alors, je vous en ai cité quelques-uns. On peut évaluer la fonction droite, enfin en tout cas la fonction hémodynamique d'un patient avec une HTAP schématiquement utilisant 3 sous-groupes. Je vais commencer par le bas de la diapo, la partie facile, l'HTAP, la fonction droite. Comment est-ce qu'on va l'évaluer? On va rechercher la fuite tricuspide si on arrive à la voir en Doppler continu. Et en fonction du niveau de fuite tricuspide, on va avoir une évaluation des pressions artérielles pulmonaires. On peut regarder les shunts. Est-ce qu'il y a un canal? Est-ce qu'il est droite-gauche? Est-ce qu'il est gauche-droit? Est-ce qu'il y a un FOP? Est-ce qu'il y a d'autres shunts qu'on peut analyser? Puis après, il y a des choses que nous, en tout cas moi, dans le service, on n'utilise quasiment pas. C'est l'index d'excentricité du VG et ou du VD en systole et en diastole. Je vous mets des photos juste après. Et le ratio du diamètre tricuspide, diamètre mitral. Moi, ça, je n'utilise pas du tout. Après, quand on monte la diapo, il faut toujours avoir une évaluation de votre fonction gauche, même si vous avez une HTAP sur la ligne droite au début, parce que ça peut décider de votre prise en charge dans la suite. La fonction gauche, là, il n'y a pas grand-chose de très particulier. Un débit cardiaque, une fraction de raccourcissement, une fraction d'éjection. Et avec ça, dans ce papier-là d'Agarwal, on va en revenir souvent, ils s'en sortent suffisamment. Et puis après, vous avez ce qu'ils appellent l'index de la performance myocardique globale. Et ils évaluent ça, alors j'ai choisi les 2 plus fréquemment cités, l'index de performance myocardique, qui va être la différence de temps entre 2 enveloppes mitrales divisées par le temps d'éjection, moins le temps d'éjection divisé par le temps d'éjection. Je vous mettrai une photo après, parce que effectivement c'est un petit peu complexe. Et les ratios entre les durées de la systole et de la diastole. Alors, on va parler d'Agarwal. Vous verrez, la majorité des papiers, en fait, sur l'échographie de la fonction droite du nouveau-né, en fait, c'est lui. Enfin, c'est lui ou son équipe. Quand c'est pas lui en premier auteur, il est en dernier. Alors, voilà des petits exemples. Vous avez ici l'index de performance myocardique. Donc, on voit la différence entre les 2 enveloppes et puis le temps d'éjection. Vous avez l'index d'excentricité, donc en fait c'est la différence entre le D1 et le D2 en fonction de la systole et de la diastole, donc la contraction du ventricule. Et on va commencer à parler maintenant de l'HTAP. La difficulté des HTAP sous ECMO, c'est que vous verrez les publications une fois branchées en ECMO, implantées en ECMO, il n'y a quasiment rien en termes de suivi et d'évaluation pour le sevrage. Donc je vais beaucoup vous parler des facteurs qui vont faire poser l'ECMO, décider du type d'ECMO, puis en fait après, on va en déduire que c'est probablement ces facteurs-là qu'il faut suivre au cours du run d'ECMO pour voir quand est-ce qu'on va les sevrer. Et donc dans ce premier papier, Agarwal, histoire de changer, donc il avait comparé le groupe des persistent pulmonary hypertension of neonate et le groupe contrôle. Là-dedans, il y a de tout. Il y a des hernies, il y a des retards de résorption, il y a des chocs septiques néonataux, des inhalations méconiales. Et ce qu'il trouvait de façon intéressante, c'est un échographiste, ce monsieur, c'est que l'index de performance myocardique globale
du ventricule gauche du ventricule droit était significativement plus élevé. Donc quand il est anormal, il s'élève. Il est plus élevé dans le groupe des hypertensions artérielles pulmonaires néonatales, tout comme l'index d'excentricité, qui est en bas, et la fuite mitrale. La fuite tricuspide, pardon. Hop, pardon. C'était une animation. Alors maintenant, la question, comment est-ce qu'on va évaluer la sevrabilité de notre patient? Une fois qu'il a une HTAP néonatale, on l'a mis en ECMO. Et quand est-ce qu'on va pouvoir l'arrêter, cette ECMO? C'est toujours la question qu'on doit se poser une fois qu'il est branché. Alors, j'ai fait de la biblio. J'ai essayé plusieurs titres. Alors, défaillance ventriculaire droite, ECMO et sevrage. Rien. Bon. J'ai rajouté, j'ai plutôt mis hypertension artérielle pulmonaire. Alors, vous voyez, c'est un peu petit, mais il y a 63 papiers, 62 papiers d'adultes, que du post-op de chirurgie cardiaque ou de la péritransplantation pulmonaire, qui n'est pas vraiment le sujet du topo. Un papier pédiatrique, enfin néonatal, mais qui est en fait une revue. En fait, il ne parle pas spécifiquement de la publication, du sevrage, pardon. Donc j'ai rajouté néonatal, on passe à 8 papiers, 7 complètement hors sujet, et toujours le même. Donc en gros, il n'y a rien. En fait. Donc c'est la fin du topo. Du coup, je suis reparti à la base. Pour ceux qui me connaissent, j'aime bien la clinique. Donc je suis repassé en disant, bon alors, quelle question on va se poser? La première, c'est la clinique. On lui a implanté une ECMO parce qu'il y avait une déférence probablement viscérale. Comment vont les organes? Est-ce qu'il fait pipi? Est-ce que la cytolyse régresse? La pathologie sous-jacente, laquelle est-ce? Est-ce qu'on peut la traiter? Si c'est une dysplasie alvéolo-capillaire, vous pouvez toujours chercher les critères de sevrage, vous ne les aurez jamais. La clairance du lactate, les objectifs de saturation, les NIRS rénaux qu'on utilise pas mal, les NIRS cérébraux aussi. Voilà, on va voir déjà cliniquement, est-ce que vous avez mis l'ECMO, est-ce que déjà ça marche? Est-ce que vous avez réoxygéné votre patient? Parce que tant que vous n'avez pas réussi à faire ça, de toute façon, on ne va pas parler de sevrage. La deuxième chose, un petit peu de biologie. Il y a quelques papiers, alors je ne vous ai pas mis les papiers sur lactate parce que ça, il y en a des caisses et des caisses, mais il y a quelques papiers sur l'HTAP néonatal sous ECMO avec la troponine et le BNP, donc on va en parler juste après. Et après, on sera obligé, bien évidemment, de parler de l'évaluation échographique avec évaluer la fonction droite, ma fonction gauche, le niveau des pressions pulmonaires et encore toujours les shunts. Et en fait, il va falloir répondre à toutes ces questions et en fonction de ça, vous allez voir, je vous propose à la fin, la dernière diapo, c'est un algorithme pour un peu essayer de voir dans quel sens aller, voir si vous sevrez ou si vous attendez. Première question, déjà si vous l'avez, c'est toujours pareil, l'ECMO c'est un pont, si vous ne traitez pas la pathologie, vous n'allez pas pouvoir le sevrer. Donc il y a des traitements évidents et faciles, vous avez une inhalation méconiale, une inhalation alvéolaire, il faut le ventiler, vous montez la PEP, et vous surveillez votre radio, vous adaptez votre ventilation, et en fonction de ça, vous allez pouvoir aussi faire avancer votre patient vers le sevrage. Si c'est une infection, il faut mettre une antibiothérapie adaptée. Donc ça, vous allez traiter la pathologie sous-jacente, puis après, il va falloir traiter le symptôme. Donc là, dans ce cas-là, c'est l'HTAP. Est-ce que vous avez bien mis votre traitement HTAP? Alors, je vous ai mis un petit dessin pour que vous ayez les topos après avec les différentes voies, mais le NO, en inhalé, le péros, vous pouvez mettre du sildenafil ou du bonzantan en fonction de l'évolution du parenchyme pulmonaire. Est-ce que vous voulez traiter IV avec du flolant, avec un support inotrope et ou des vasopresseurs? Donc je ne vais pas revenir sur le lévosimodan, quoique un tout petit peu après. Et est-ce que vous avez envie ou est-ce que vous avez déjà fait du lévosimodan sur ce patient? Donc c'est déjà la première question à vous poser. Vous l'avez mis en ECMO pour une pathologie particulière. Est-ce que vous l'avez traité? Est-ce que vous avez traité le symptôme? Lévosimodan, il y a juste une diapo parce qu'on en a déjà parlé pas mal. C'est une équipe allemande, c'est la même équipe qui a publié la possibilité de canuler en VV. Donc c'est que des hernies de coupole diaphragmatique, c'est un centre expert, ils en font 40 en ECMO par an. Donc il leur a fallu 1 an pour inclure tous leurs patients. Alors, les schémas ne sont pas très intuitifs, je trouve, mais globalement, il faut que j'arrête de monter l'écran, c'est celui-là. Là, c'est dans le temps. Ici, c'est avant l'injection de lévosimodan, H24 et J1. Et en gros, plus c'est foncé, plus c'est altéré. Donc la première partie, le premier schéma, c'est les pressions pulmonaires. Donc on voit que avant le lévosimodan, plus c'est très très noir et très très gris foncé. Donc c'est des pressions pulmonaires très élevées. Et au fur et à mesure de lévosimodan, ça s'éclaircit de plus en plus. Et après, vous avez la fonction ventriculaire droite, qui est le deuxième, pareil. Donc ils ont fait ça en quantitatif, c'est du très altéré, altéré, pas du tout altéré. Et la fonction ventriculaire gauche, et donc on voit, c'est très joli, ceci dit, une fois qu'on a compris comment c'est fait, c'est assez joli, plus on avance dans le temps des lévosimodan, plus les pressions pulmonaires baissent, et plus la fonction ventriculaire droite et gauche s'améliore. Donc chez les hernies de coupole. On peut suivre les marqueurs biologiques, donc là encore, c'est des papiers pré-ECMO. Ce qu'ils disent, c'est que
il y a une très bonne corrélation entre la sévérité de l'HTAP et le taux de BNP. Donc ça, c'est Partridge, pour ceux qui la connaissent et qui sont la LSO. C'est une star de l'HTAP, de l'ECMO du nouveau-né, et c'est elle qui cannule les moutons en anténatal. C'est son topic, et ce qu'ils ont mis en évidence, c'est que le BNP s'abaissait une fois que le patient était contrôlé de ses pressions pulmonaires, avec ou sans ECMO. Mais donc, vu que nous, on met l'ECMO pour contrôler les pressions pulmonaires, on peut quand même imaginer qu'intuitivement, une fois qu'on met l'ECMO, si ça marche, le BNP est censé diminuer. Et qu'il y avait une très bonne corrélation entre le niveau de BNP pré-ECMO, enfin pour les patients qui ont eu besoin d'ECMO, et c'est eux qui avaient un BNP le plus élevé avant. Ça marche aussi pour la troponine. Donc là, ils ont fait des dosages tout le temps. Mais la troponine, c'est pareil. C'est associé, c'est-à-dire que plus votre troponine va être élevée avant ECMO, encore une fois, il n'y a pas de per-ECMO, mais avant ECMO, moins votre pronostic va être bon, que vous soyez branché ou pas. Donc on peut imaginer qu'une fois branché sous ECMO, si vous arrivez à faire baisser la troponine, c'est que vous êtes efficace. Et que c'est que vous rapprochez éventuellement d'une épreuve de sevrage. Bon, là, on va attaquer la partie un petit peu plus complexe, pour les non-échocardiographistes comme moi. Alors, est-ce que la place de l'écho est importante? C'est la seule question facile. Oui. C'est un papier assez récent, c'est publié par les Italiens. C'est quelle est la place de l'écho dans l'ECMO pédiatrique et néonatal. Donc c'est un grand papier qui reprend la pose d'ECMO, la science d'ECMO. Je vous ai juste sélectionné cette partie-là. Je vous arrête vraiment. C'est un des rares qui clairement vous dit, voilà, avec l'échographie, on peut chercher, évaluer des paramètres de sevrage. Bon, pas de bol, c'était un tableau pédiatrique, mais sur la fonction gauche, l'ITV, la fuite mitrale, la taille du ventricule gauche, du ventricule droit, etc. Le TAPS. Donc ça va nous intéresser juste après. Donc l'écho, on est obligé de s'y mettre, bien évidemment, mais ça a clairement une place prépondérante dans l'évaluation de l'HTAP du nouveau-né une fois sous ECMO. Alors, le problème, vous allez voir, j'ai volontairement vous noyer sous plein de trucs, c'est pour choisir quel paramètre utiliser, c'est très compliqué, parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines. Et donc on va revenir chez Agarwal, le voilà. Et donc il a fait 4 papiers en fait sur les paramètres écho, et dans chaque papier, il en sort 3-4 de nouveaux, avec des ratios, des divisions, des soustractions, qui sont tous à chaque fois corrélés avec l'importance de l'HTAP et l'importance du décès. Celui-là, je vous l'ai choisi parce que c'est le premier où il parle vraiment de l'index de performance myocardique, qui est quand même quelque chose qu'on peut calculer de façon assez intuitive sans être un grand échocardiographiste. Et il est clairement associé, plus votre index de performance myocardique s'élève, plus votre probabilité de survie est basse, chez les hernies diaphragmatiques. Donc celui-là, il a l'air intéressant. Puis après, 4 ans après, il nous a sorti les ratios entre la durée de la systole, la durée de la diastole. Vous pouvez faire ça sur la valve tricuspide, la valve mitrale. Et pareil, là aussi, alors j'ai l'impression que mon animation n'a pas marché. Si je fais ça, non. Pareil, là aussi, c'était un marqueur qui était très fortement associé à la survie et ou aux besoins de l'ECMO. Dans leur cohorte, ils considèrent que le besoin de l'ECMO ou le décès, c'était la même chose. Pas très optimiste, mais voilà, vous avez une hypertension artérielle pulmonaire néonatale, soit vous mourrez, soit vous avez besoin d'une ECMO, mais c'est considéré comme un échec. Et donc, dans ces cas-là, l'index de performance myocardique était très fortement associé aux besoins d'ECMO ou de mort, tout comme le ratio entre la systole et la diastole, que ce soit du VD ou du VG. Il continue, donc c'est tous les 5 ans, si vous regardez les dates, tous les 5 ans, il ressort un papier. Celui-là, j'ai hésité à le mettre, parce que j'ai pas... Honnêtement, pas tout compris, comme Pierre, pour certaines choses, il y a des trucs qui m'ont vraiment échappé là. Mais en fait, finalement, quand on regarde bien, c'est les mêmes mesures qu'il va prendre. Alors, il va diviser dans un sens, diviser dans l'autre, faire des soustractions, des ratios. Donc là, voilà, il y a l'accélération dans l'artère pulmonaire, qui est la nouvelle chose qu'il avait mis à ce moment-là. Il s'était amusé à calculer les ITV du canal artériel quand ça va dans le droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Enfin, j'ai regardé, il y a quelques films sur ce papier, c'est hyper difficile à faire. Moi, je ne suis pas cardiologue, je ne suis pas échographiste, je serais incapable de faire ça. Mais le fait est qu'à chaque fois, c'est associé avec le décès ou l'ECMO. Voilà, et ça, c'était la diapo pour rigoler. C'est une revue qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je n'arrive pas à vous mettre tous les facteurs échographiques évalués dans l'HTAP néonatal, tellement il y en a, sinon c'est illisible. Il y a encore un tableau comme ça entier que j'aurais pu vous rajouter. Donc ce qui découle, pardon, c'était pas là que ça devait être, excusez-moi. Ce qui découle là-dessus,
c'est qu'en fait, il y a énormément, en gros, c'est beaucoup de papiers faits par des échocardiographistes qui sortent chacun leurs critères, leurs paramètres, qui sont à chaque fois très bien associés, très puissants. Mais le problème, c'est qu'il y en a tellement qu'on ne sait plus lesquels il faut regarder. Et le risque de ça, c'est que soit on va vouloir avoir absolument tous les paramètres parfaits, du coup on va prendre du retard au sevrage parce qu'il en manquera un qui n'est pas parfait, peut-être juste parce qu'on l'a mal fait, ou on va mal interpréter des paramètres qu'on ne sait pas très bien faire à l'échographie, on va essayer un sevrage trop tôt. Donc, je vous laisserai avec mes questions. Donc je suis reparti à la base, j'ai repris des papiers de réa, de gens qui ne sont pas échocardiographistes et qui vont reprendre des choses un peu plus à notre niveau, à mon niveau en tout cas. Et celui-là, c'est 2015. Il y a toute une série en 2015 de papiers dans le pédiatrie cardiologique. Là aussi, il y a des hernies, des chocs septiques et des inhilations méconiales. Et eux, ils ont regardé des choses beaucoup plus simples. Le sens des shunts, la fonction gauche avec la FEVG, le diamètre diastolique du VD, la vélocité de la fuite tricuspide. Ils sont tous associés au moins aussi significativement, toujours au décès ou au risque d'ECMO, que tous les autres paramètres dont je vous ai cités avant. Et la chose intéressante, c'est Malovic, c'est pareil, c'est la même année, il a regardé la même chose, mais lui, il a quand même fait au niveau statistique, parce que les autres papiers sont un petit peu décevants en termes de statistiques. C'est-à-dire qu'ils disent, c'est mieux, c'est en univarié, voilà, c'est mieux, c'est génial, et il s'arrête là. Malovic, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a fait du multivarié, un peu pour essayer de monter sa puissance. Et moi, ce que j'adore, c'est que la chose qui sort avec la meilleure sensibilité, la meilleure spécificité, c'est un TAPS et un sens du shunt du canal artériel. C'est la chose, alors c'est un tout petit peu petit, mais sensibilité, c'est la sensibilité à quasiment 60%, spécificité 91%. À part l'index d'oxygénation, il n'y a aucun des autres marqueurs échographiques qui fait mieux. Donc comme quoi, finalement, parfois, il faut revenir à la base. Voilà, pardon, excusez-moi. L'autre question, c'est que, bon, là, on a évalué tout ça, on se dit, celui-là, je peux essayer de le sevrer, mais comment je le sèvre? C'est facile à dire maintenant, mais comment je fais? Pareil, il n'y a pas de protocole de sevrage de publié, je m'en doutais, j'ai quand même cherché, mais il n'y a rien de publié. Le souci, c'est que ça va être globalement lié à la technique d'ECMO que vous avez utilisée. Si vous avez fait une ECMO VA, vous n'allez pas avoir le choix que de baisser progressivement le débit. On ne peut pas arrêter le balayage, ce n'est pas conseillé. Baisser progressivement le débit, et puis surveiller l'évolution de tout ce que je viens de vous décrire, palier par palier, jusqu'à ce que vous soyez au minimum du sevrage, du débit de votre ECMO, et qu'il va falloir arrêter. Et comme vous savez tous, le dernier palier pour les nouveau-nés, souvent, c'est 50% du débit cardiaque. Donc, on n'est pas on peut être très très fin jusqu'à 50%, et après, c'est un peu brutal. L'autre solution, c'est si vous avez pu mettre une ECMO véno-veineuse. Là, il y a pareil, deux débats. Dans le service, on ne fait pas toujours la même chose, on n'est pas toujours d'accord. Est-ce qu'on fait, c'est une ECMO véno-veineuse, on arrête le balayage, on ne change pas le débit. Sur les HTAP, parfois, ce n'est pas très bien toléré d'arrêter brutalement l'apport en oxygène, qui est le meilleur vasodilatateur. Soit on va baisser progressivement le débit, mais on va prendre le risque de faire thromboser notre circuit. Pareil, je ne vous ai rien trouvé de très fort là-dedans, à part notre expérience personnelle. Du coup, voilà ce que je voulais vous proposer en conclusion. Il y a une vraie diapo de conclusion après. C'est un peu ce qu'on fait dans le service, puis finalement, c'est un peu ce qu'on retrouve en lisant entre les lignes dans les différents papiers que je vous ai cités. C'est, première chose, vous avez une HTAP néonatale, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a une déférence VG en fait. S'il y a une déférence VG, c'est facile, entre guillemets, vous lui mettez une VA. Si vous n'avez pas de déférence VG, c'est là où c'est un petit peu plus intéressant, un peu plus challenging. On peut aller embêter un peu les chirurgiens en disant « Ouais, moi je voudrais bien une VV » parce qu'il y a plusieurs papiers adultes qui disent HTAP, pas de déférence VG, il faut mettre une VV, sinon ça va être ingérable en termes de fonction cardiaque, de syndrome d'Arlequin, etc. Et donc si vous avez de la chance, et un enfant pas trop petit, vous allez pouvoir partir du côté gauche de la diapo en ECMO véno-veineuse. Et là, c'est à mon avis la partie la plus facile. Une fois que vous avez réussi à lui mettre la VV sur une HTAP, vous allez pouvoir parfaitement suivre l'évolution des paramètres, donc clinique, biologique, échographique. J'ai volontairement choisi des choses simples parce que finalement, vous avez vu, un TAPS, un sens de canal artériel, c'est ce que vous allez être le plus sensible et le plus spécifique sur votre fonction droite et votre HTAP. Donc là, c'est peut-être un peu petit, mais non, ça va. Donc si vous regardez le TAPS, est-ce qu'il s'est normalisé? Votre shunt par le canal artériel, est-ce qu'il est maintenant revenu, entre guillemets, gauche-droit? Pareil pour le FOP et ou le CIA si vous en avez une. Le niveau des pressions artérielles, pulmonaires, pardon. Et si tout est, entre guillemets, ouvert, vous pouvez faire un essai de sevrage. Si vous n'êtes pas ouvert pour tout, une expectative, il faut retourner au début. Est-ce qu'on a bien majoré, est-ce qu'on a bien notre traitement anti-HTP maximal? Sinon, est-ce qu'on peut en rajouter?
Et puis, est-ce que la pathologie, elle est bien traitée? Si vous avez un choc septique néonatal, est-ce que vous avez vraiment bien contrôlé l'infection? Ce n'est pas une BHRE, une BLSE ou quelque chose qui a muté, par exemple, et vous êtes plus efficace. Donc ça, c'est la partie, finalement, la plus simple. Vous avez des super bons chirurgiens, ils arrivent à vous mettre une veine fémorale ou une avalon sans problème, et vous pouvez assister en VV toutes les HTAP néonatales qui n'ont pas de déférence VG. Là où ça se complique un petit peu, c'est ici, c'est pas possible, la cannulation. Parce que c'est pas toujours possible, les vaisseaux sont pas toujours très grands. Donc vous allez devoir mettre un patient en VA. La question d'après, donc vous avez mis votre patient en VA, est-ce que vous pouvez le switcher en VV? Pour ceux qui me connaissent, je suis un peu relou dans le service, vous êtes sûr qu'on ne peut pas la mettre en VV? Je vais poser tous les matins jusqu'à ce qu'on craque. La question, ça va être, si on peut la mettre en VV, parce qu'en fait, au début, il y avait une dysfonction VG, mais les vaisseaux étaient bien, donc on a volontairement envoyé une VA sur une défaillance VG. Dès que ça a récupéré, il faut se poser la question. Est-ce qu'on peut la switcher en VV? Je vous ai mis switch VAV pour l'interrogation, parce que faire de la VAV sur des petits, en termes de débit dans chaque canule, c'est pas simple à gérer, il y a quand même des risques de thrombose. Ça se fait. Si vous ne pouvez pas le switcher en VV, pourquoi vous ne pouvez pas? Parce qu'en fait, la déférence gauche est toujours présente, dans ces cas-là, expectative. Est-ce que vous avez bien eu un traitement maximal, etc. Si c'est parce que la cannulation en VV est impossible, et là, on va se retrouver dans la situation qui est, à mon avis, la plus inconfortable, c'est qu'il va falloir sevrer la VA en baissant progressivement, et en évaluant les paramètres clinico-biologiques et échographiques à chaque step, et puis avec le fameux dernier pas qui représente rarement moins de 30 à 40% du débit cardiaque de votre nouveau-né. Ça, c'est pas publié, on peut l'utiliser, mais c'est expérience personnelle. Et donc, la vraie diapo de conclusion, donc, vous avez pu comprendre, c'est une question qui est hyper intéressante. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de littérature, il y a énormément de littérature adulte, et le peu qu'il y a chez les nouveau-nés, c'est quasiment que des hernies de coupole diaphragmatique, donc c'est pas tout à fait la même physiologie. Et je pense qu'un des autres messages de ça, c'est que essayez au maximum de mettre une ECMO VV sur une HTAP néonatale. Dès qu'il n'y a pas de dysfonction VG, vous allez éviter plein de problèmes, plein de complications neuro-hémorragiques, et en plus, vous allez en vrai vous simplifier le management de l'ECMO et la décision de sevrage. Voilà. Et puis après, les critères échographiques, j'espère que je vous ai convaincu. Si vous n'êtes pas échographiste, pas échocardiographiiste professionnel, il y a beaucoup de paramètres qui sont hyper difficiles à faire, à interpréter, donc il vaut mieux parfois rester humble et faire du simple, un TAPS, un VD, un canal artériel, et je vais me faire virer. Voilà. Merci Jérôme. On est un petit peu en retard, mais c'est pas que de notre faute aujourd'hui. Est-ce qu'on a le temps quand même pour une question? Est-ce qu'il y a une question dans l'assistance? Ah non, pas François Lyons. Ouais. François, tu as un micro, non? Est-ce que vous avez un micro mobile? Oui. C'est bon. Ouais, merci beaucoup. Du coup, moi, j'ai plusieurs questions, je vais ultra vite. Du coup, aujourd'hui, en 2024, donc, votre pratique de la VV par rapport à la VA, en général, si tu peux me l'estimer. Pourcentage? Ouais, à peu près. Hors hernie diaphragmatique, je parle. Il monte. Il monte, clairement. Le pourcentage, j'aurais du mal à te dire. Quand on a regardé, on dit, ouais, nous, on met tout en VV. Nous, les inhalations méconiales, on met tous en VV. En fait, on a regardé dans notre base de données, on s'est rendu compte que pas du tout. En fait, et que quand on a regardé, on en avait mis 0. Des inhalations méconiales. Et donc là, on commence... Vous avez mis 0 VV ou 0 ECMO? 0 ECMO VV. Donc là, depuis 2 ans, on en a mis 5, des vrais nouveau-nés, entre 2 kg et 3,2 kg, qui ont une VV, jugulo-fémorale, qu'on fait très peu d'avant en service, avec la grande difficulté majeure, c'est la pose de la fémorale, clairement. Et alors justement, c'était ma deuxième question. Donc la Valone, du coup, vous en êtes où? La Valone, on n'en a pas. Pourquoi? Pas simple à poser quand on n'en fait pas beaucoup. On n'en fait pas beaucoup. Du coup, on préfère pas les faire. Et on a développé une autre expertise sur la cannulation fémorale du petit. Soit, la majorité des cas, on le fait en percutané. Si vraiment on a un doute en termes de taille du vaisseau, on va voir avec le chirurgien et lui mettre en chirurgical. Mais finalement, la plus petite possible en fémorale, tu mets quoi? En veine, en taille veine. de canule. En veine fémorale. On essaye de ne pas mettre moins de 8. Parce qu'à 6, il y a beaucoup d'hémolyses, tu as du mal à avoir un débit. Et honnêtement, on n'a pas mis de 6 depuis... sur les 5 que je te cite, elles ont eu que des 8, voire une 10. Alors, ultra rapide. Pour la hernie diaphragmatique en 2024, la véno-veineuse, le point actuel et comment tu vois l'avenir du coup? Alors c'est les grands débattus. On a été à l'ESO avec Nicolas, on a rencontré un Allemand, là, le Kipfen-Müller, là. C'est pas facile à dire. Ils ne mettent pas de VA sur les hernies diaphragmatiques, c'est VV.
Nous, on va raisonner en fonction de pourquoi est-ce qu'il vient chez nous. Si c'est un choc septique à J5 d'une réparation chirurgicale, pourquoi pas lui proposer une VA parce qu'il vient pour un choc septique. Voilà. Et en fait, il n'y a aucun consensus, personne n'est d'accord. Il y a des centres qui considèrent que si tu dois mettre une VA en pré-chirurgical, c'est que c'est trop grave, donc il ne faut pas les canuler. Tu as des centres qui disent on peut les canuler en pré-chirurgical, mais on ne leur mettra pas de VA parce que sinon on ne pourra pas évaluer correctement les pressions pulmonaires. Donc ils mettent que VV et si ça passe pas, ça passe pas. Nous, on n'a pas de dogme, je regarde mon chef, mais il n'y a pas de gros dogme là-dessus pour l'instant, parce qu'en fait, ça reste des patients compliqués, et les paramètres anténataux de sévérité, ils ne sont pas toujours vérifiés en postnatal, parce qu'on n'évalue pas la pression pulmonaire en anténatal, on évalue l'hypoplasie pulmonaire, et donc parfois on a des surprises dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on nous annonce une forme de super bon pronostic, qui en fait est une HTAP sévérissime, qu'on va du coup, forme bon pronostic, on la canule en VA tout de suite, et puis en fait, on n'arrive jamais à la sevrer, parce qu'elle n'a pas de lit vasculaire. Donc il n'y a pas de... À mon avis, il n'y a pas des gens qui disent il faut toujours faire du VV ou toujours du VA sur les hernies informatiques. C'est pas basé sur une médecine basée sur l'épreuve pour l'instant. Ça va dépendre du centre. Allez. Dernière question, parce que c'est Lionel. Ouais, ben nous, tu sais, on est des believers du VV. Dans ton algorithme, tu mets pas de dysfonction gauche VA. Nous, on est quand même un peu plus pondéré, parce qu'on a vu quand même des nettes améliorations de la fonction gauche. C'est pas simple de pondérer sur des algorithmes. Ouais. Donc, est-ce que tu te fixes un cut-off de vis, des choses comme ça sur le... Alors, le cut-off de vis, on n'en a pas fixé. Après, c'est sûr qu'on va pousser, c'est-à-dire que le 0,3 de Noradré, 0,2, 0,3 de Noradré, on va toujours trouver qu'il n'y a pas vraiment de dysfonction VG. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une dysfonction hémodynamique, c'est vraiment la dysfonction du ventricule gauche. C'est-à-dire que le choc septique à 0,3 de Noradré avec une HTAP, en effet, souvent, on va essayer de mettre la VV. Après, ça va dépendre de deux choses. Où est-ce qu'on est? C'est sûr que si on est en UMAC, par exemple, on va être quand même beaucoup plus frileux de tenter le coup physiologique de mettre une VV sur une HTAP sur un choc, parce qu'après, il faut se taper les 3 heures de transport, et si on a raté, on a mal raisonné, c'est très compliqué. Et puis après, ça va être l'expérience aussi du chirurgien ou du médecin qui est sur place au moment de la cannulation. C'est pas donné à tout le monde d'aller canuler une veine fémorale de 2 mm, que ce soit et le chirurgien ou le réanimateur. Donc ça dépend aussi de ça. Mais c'est pas parce qu'il y a une amine qu'il n'y aura pas de VV. Voilà, je vais vous couper. C'est passionnant, mais...